tectonique des plaques ne déplacera pas Djibouti de là où il est, et que la péninsule arabique avec son pétrole et le golfe Persique se trouveront au même endroit, et que les possessions françaises de l'océan Indien se trouveront au même endroit, et que la France elle-même se trouvera ici, et que Djibouti, au milieu de des possessions françaises de l'océan Indien et entre la métropole au juste milieu de Djibouti, je pense qu'il y aura une certaine forme de présence de la base française, même avec effectifs allégés, moyens allégés et dépenses diminuées. Je pense qu'il y aura toujours une forme de présence. Si la France n'est pas contrainte à quitter la région par le régime ou bien par les nouveaux alliés de ces régimes qui aspirent à prendre la place de la France, c'est-à-dire l'Éthiopie. En tant que leader de l'opposition, vous représentez en même temps la communauté afar et le pouvoir en place est représentant de l'unité ISA. Je voudrais savoir si ces rivalités entre les deux communautés sur lesquelles le système colonial s'est longtemps appuyé pour asseoir son pouvoir est toujours une chose importante pour le pouvoir et dans l'établissement de la démocratie. Et d'une certaine façon, dans la mesure où, en tant que représentant de la communauté afar, vous luttez pour une démocratie, dans quelle mesure le fait que vous soyez obligé de défendre en même temps l'identité de votre ethnie n'est-elle pas en opposition avec le souci d'une démocratie qui repose sur le multipartisme, une ouverture sur des communautés différentes? Merci d'avoir soulevé cette question qui ne faisait pas partie de mon exposé. D'abord, en tant que leader de l'opposition, je ne m'exprime pas au nom d'une communauté. Si effectivement la communauté afar a été la plus représentée dans le front armé au départ, parce que le régime l'avait traité d'une manière tout à fait particulière. C'est toujours le plus opprimé qui se révolte le premier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La ligne de partage entre les régimes et l'opposition ne passe plus par les communautés. Dans l'opposition armée, il y a les Afars, mais il y a les Somalis aussi. Il y a les Issa. Il y a d'autres Somalis. Et parmi l'opposition civile, il y a toutes les ethnies. Si les ethnies ont toujours existé, les ethnies existantes ont toujours, s'ils ont rimé avec opposition, affrontement, il n'y a pas d'affrontement sans nécessité. Les nécessités sont nécessités d'affrontement ou de coexistence pacifique entre les communautés ne sont pas une question de déterminisme. Ce n'est pas parce qu'on appartient à des communautés différentes qu'on doit se battre. C'est parce que leurs leaders politiques ou traditionnels, leurs chefs agissent de telle manière que la différence soit synonyme d'antagonisme. Mais si les dirigeants sont conscients, nous voulons être de cela, nous espérons être de cela, les dirigeants sont conscients que la différence ethnique peut être vécue pacifiquement en assurant le même traitement juste et équitable à toute la communauté. En tout cas, c'est vers quoi notre action tend, et c'est pourquoi l'opposition armée, qui signifiait
rébellion à part, qui était d'ailleurs qualifiée de rébellion à part, aujourd'hui représente toutes les ethnies parce que toute la communauté s'est rendu compte d'une part que le régime est néfaste pour tout le monde. Il met en prison aussi bien les Afars que les autres communautés, les Issa, le Somali, les Gadaboussi, les Issa, les Arabes, qu'il spolie tout le monde, qu'il tue tout le monde. Les écoliers qui ont été tués l'ont été à l'Issadir, où il n'y a pas une seule famille à part. Parmi les étudiants, uniquement composés des étudiants somalis, parce que c'est la région Somalie, de Djibouti, à l'Issadir. Bon, la police a tiré sur les étudiants qui réclamaient le paiement des arriérés de leur allocation scolaire. Il a tué, il a fait des victimes parmi les étudiants somalis. Donc, toutes les communautés se sont rendues compte de la nature antipopulaire de ces régimes et en même temps, ils se sont rendus compte que les buts pour lesquels l'opposition armée se bat et sont des buts qui conviennent à tout le monde. Et nous ne pensons pas que l'opposition, la différence ethnique signifie l'antagonisme. Nous ne pensons pas. Vous parlez de gens qui sont prêts à prendre la place de la France, de Djibouti, particulièrement de l'Éthiopie, et les autres, je ne sais pas, certains qui financent le stade, les lycées, la Chine, les pays qui vont être là encore, il y a plein de risques. Et là, je suppose que c'est pas seulement philanthropique, le travail dans le pays. D'abord, la Chine, ce n'est pas dans sa tradition. Aller s'installer ailleurs, dans un pays qui n'est pas limitrophe frontalier de la Chine, n'est pas dans sa tradition. Et puis, n'est pas son besoin. La Chine n'a pas besoin de Djibouti. Bien sûr, des commerçants chinois ou des sociétés chinoises ont besoin de faire quelques millions de dollars à Djibouti, mais la Chine n'a pas besoin du port de Djibouti parce que cela ne correspond pas à son intérêt. Il y a d'autres pays qui financent mosquées ou écoles par-ci, par-là. Ils n'ont pas vocation, ils n'ont pas capacité, ils n'ont pas moyen d'avoir une présence hors de chez eux. Par contre, l'Éthiopie considère Djibouti comme faisant partie intégrante, a considéré, l'Éthiopie impériale a considéré Djibouti comme faisant partie intégrante de son territoire et considéré la présence française comme résultat d'un prêt que l'Éthiopie aurait fait à la France, l'Éthiopie ayant prêté une partie de son territoire Djibouti à la présence française. Bon. L'empereur étant parti et étant remplacé par un régime diamétralement opposé au régime impérial, c'est-à-dire le régime communiste, les dirigeants communistes ont dit « nous n'avons pas de revendications territoriales de Djibouti ». C'est ce qui a permis aux partis politiques djiboutiens de réclamer l'indépendance à la France. Si la revendication éthiopienne persistait sur Djibouti, les Djiboutiens n'auraient pas réclamé l'indépendance. Parce que l'indépendance aurait signifié le remplacement de la France par l'Éthiopie. Et cela n'aurait pas été un progrès par rapport à ce que nous avions à l'époque. Actuellement, nous avons un régime à l'Éthiopie, un nouveau régime, que nous espérions un échelon supérieur dans l'évolution vers la démocratie. La féodalité, la royauté ayant cédé la place à un régime communiste qui a pour la première fois en Éthiopie non seulement proclamé, mais essayé d'appliquer l'égalité entre toutes les ethnies,
parce qu'il y avait les seigneurs et les autres, n'est-ce pas? Ça a été un progrès. Le régime communiste a été un progrès par rapport au régime féodal. L'arrivée du prétendu régime démocratique actuel à la place des communistes, nous avons voulu considérer comme un progrès par rapport au communisme. Mais nous avons la désagréable surprise maintenant de constater que l'Éthiopie, qui était dans la région, le seul État, et il y a une véritable culture d'État qui lui a permis de survivre à la chute d'un empire millénaire et son remplacement par un régime communiste totalitaire, et de survivre à la chute de ces régimes totalitaires communistes, n'est-ce pas? Et toutes les institutions de l'État sont restées en place. Il n'y a pas eu d'anarchie, il n'y a pas eu la mise en panne des institutions de l'État. Donc l'Éthiopie était pour nous le seul État qui avait une culture d'État dans la région, alors que les autres États, y compris nous-mêmes et les autres, nous sommes des États naissants, que nous n'avons pas encore une culture d'État. Alors, nous avons maintenant la désagréable surprise de voir que ce régime fait table rase de cette culture d'État. Il se conduit comme un vulgaire brigand qui capture les gens et les vend contre des privilèges commerciaux, stratégiques ou n'importe quoi. Et ce qui était une présence rassurante, le voisinage de l'Éthiopie, est devenu maintenant un voisinage vraiment inquiétant parce qu'il intervient en Somalie, parce qu'il a appris qu'il y aurait des islamistes par là-bas. Il intervient chez nous parce que le régime en place lui promet des privilèges au port et la présence militaire progressive à la place de la France, n'est-ce pas? Ça devient un régime agressif, expansionniste et qui n'est pas respectueux d'aucun droit et qui fait table rase des cultures d'État qui faisaient l'honneur de l'Éthiopie. Et c'est vraiment inquiétant. Alors si il agit de la manière dont il a agi maintenant, en capturant les gens, en les livrant vraiment comme des marchandises, parce qu'il considère les gens comme des marchandises, et en mettant les gens chez lui en prison sans aucune accusation et sans aucun crime, et sans jugement depuis 7 ans, depuis 6 ans. Et on continue à le considérer comme une démocratie naissante. Pardon de ses naissances, parce que on voit que les États-Unis, l'Europe, tout le monde veulent considérer l'Éthiopie comme une démocratie naissante et émergente, alors qu'il se conduit d'une manière tout à fait incompréhensible. Oui, bonsoir. Une question. En fait, est-ce qu'actuellement le polypartisme est autorisé à Djibouti? Ça, c'est une chose. Deuxièmement aussi, donc le monopartisme est en train d'échanger. Est-ce qu'actuellement vous n'êtes pas la ligne objective d'Hassan Bouled, le fait qu'il fait la guerre avec le troupes, qui en fait bloque pas la démocratisation à Djibouti? Nous avons dit tout à l'heure que les éléments constitutifs d'une dictature étaient à l'intérieur la répression et la corruption, à l'extérieur le mensonge et la mendicité. Et parmi les mensonges, nous avons cité la promulgation des lois qui ne sont pas appliquées à l'intérieur. Nous avons une telle constitution à l'intérieur. Et notre constitution proclame l'indépendance de la justice.
l'immunité parlementaire pour les députés, la liberté d'information, le multipartisme limité à 4. Un guise d'indépendance de la justice, les juges qui ne jugent pas conformément aux instructions reçues par téléphone de la présidence, ils sont soit renvoyés, soit déplacés, soit limogés. Et on nomme à leur place des juges qui n'ont aucune notion de droit, parce qu'ils ne l'ont pas étudié, et qui jugent conformément aux instructions qu'ils reçoivent. Consultez à ce sujet les rapports de la Fédération internationale des droits de l'homme, publiés le mois de septembre à Paris. Vous verrez sous le titre de la déroute de la justice à Djibouti des cas précis. Donc il y a la loi qui assure l'indépendance de la justice et la réalité qui nie, qui est une négation de la justice. L'immunité parlementaire, les députés Moumin Bardon Farah, le député Ali Mohamed Ahmed, le député Ahmed Boulari Barry ont été arrêtés, mis en prison, présentés devant la justice, condamnés et chassés de l'Assemblée. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction constitutionnellement dans le pays. Le Conseil constitutionnel a jugé, rendu un jugement déclarant l'inconstitutionnalité de leur arrestation, de leur jugement, de leur élection de l'Assemblée. Le gouvernement a passé outre et les membres du Conseil constitutionnel ont été licenciés. Le président du Conseil constitutionnel traduit injustice. En 1977, ce n'est pas il y a un siècle. Le multipartisme à 4. Pourquoi 4? Parce que lorsqu'on limite le nombre, il y a un choix, un tri à faire. Ça permet au gouvernement de choisir ses adversaires. Les partis légalisés à l'intérieur sont des partis cooptés par le régime. Ils ne sont que des appendices du parti au pouvoir. Et ils ne peuvent pas fonctionner. S'ils essayent de fonctionner, on les disperse. S'ils essayent de se réunir, de tenir une réunion publique, on leur envoie la police. C'est comme ça que M. Canton Dipé a eu les 2 jambes cassées par la police, parce qu'il voulait tenir une réunion. Et c'est comme ça que dimanche dernier, le président du PRD, du Parti de Renouveau démocratique, a été arrêté et mis en prison. Il se trouve en prison actuellement. C'est un parti légalisé. Alors, il y a les lois, mais il y a l'application. Lorsqu'on limite le nombre des partis à créer, on choisit les partis, on fait un tri, et le pouvoir n'accepte que ceux qui ne se conduiront pas comme une véritable opposition. Voilà la réalité. Et c'est pour ça que le parti du président Hassan Bouled est le seul à être représenté à l'Assemblée nationale. Sur 65 députés, les 65 appartiennent à son parti. Quant à être l'allié objectif du régime, c'est difficile pour moi de saisir de quelle manière nous sommes alliés d'un pouvoir que nous combattons les armes à la main. Pierre Sabatier de l'université. En fonction de tout ce que vous avez dit, j'essaie de faire le bilan et il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Vous disiez tout à l'heure que le fonctionnement du pays actuellement tient essentiellement à la présence militaire française. J'ai donc du mal à comprendre le fonctionnement technique, à vous préciser. J'ai
vous souhaitiez conserver cette présence française